Cet après-midi, je vous raconte une experte en sabotage qui a œuvré durant la guerre et a tout fait pour y prendre part, ou la véritable histoire de Jeanne Boëck, la plastiqueuse à bicyclette. Qui sont, comme Jeanne Boëck, ces femmes ayant répondu à l'appel du général de Gaulle le 10 juin 1940 ? Quel rôle ont-elles joué au sein de la résistance ? Comment inscrire désormais leur nom dans la mémoire collective ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, nous sommes à Plumelec, dans le Morbihan. Dans la nuit du 5 au 6 mai 1944, Jeanne Boëck, 25 ans, et 5 camarades des forces françaises de l'intérieur grimpent dans un camion, bravant le couvre-feu. Tout feu éteint à travers la campagne, ils prennent la direction du Roc Saint-André, à une vingtaine de kilomètres de là. Dans la nuit silencieuse, le bruit du moteur les signale de très loin. Si la peur serre les entrailles à l'idée de croiser une patrouille allemande, c'est l'excitation qui domine. Oui, les sacs qu'ils transportent sont bourrés de pain de plastique, de cordons Bickford et de crayons à retardement. Pendant toute la soirée, Jeanne a fabriqué les détonateurs qui manquaient avec des tubes d'aspirine en aluminium. Il y a là de quoi faire sauter la voie ferrée reliant Dinan à Caisse-d'Ampère, conformément au plan vert qui vient de commencer. C'est la répétition générale avant le débarquement allié. Personne ne sait encore où et quand il aura lieu, mais ce n'est plus qu'une question de semaines. Après des années passées en Angleterre avec les forces françaises libres, Jeanne Boëck est heureuse et fière d'être enfin sur le terrain, dans sa Bretagne natale, pour libérer son pays. Le camion s'arrête à bonne distance de la gare, qui peut être surveillée par des soldats allemands. À la seule lumière des étoiles, les compagnons se glissent sans un bruit jusqu'à un embranchement de rails. Pendant que 2 d'entre eux surveillent les environs, les autres fixent 6 charges explosives aux aiguillages avec du sparadrap. Comme elle a appris à le faire, Jeanne enfonce ses détonateurs profondément dans les explosifs et les relie entre eux par du cordon détonnant. Elle place ensuite un mécanisme de retardement d'une demi-heure à l'extrémité des cordons qu'elle déclenche avant de se faufiler dans la nuit. La petite équipe se cache non loin de là, derrière une haie. Il ne faudrait pas rater une miette de cette première action d'envergure. Il ne faudrait pas manquer de voir le fruit de leurs efforts, couronné de succès. Immobile mais confiant, ils comptent les minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Et rien ne se passe. Aurait-il échoué ? Jeanne Boëck se met à douter d'elle-même, des détonateurs qu'elle a pourtant fabriqués avec soin. Elle sent que ses camarades semblent remettre en cause ses talents de plastiqueuse. Le visage s'allonge. Quelle déception après tous ces risques. Quand tout à coup, une énorme explosion retentit dans la nuit. Une explosion qui réveille toute la campagne alentour. Les chiens se mettent à hurler et Jeanne Boëck et ses compagnons à courir vers leur camion, le sourire aux lèvres. Jeanne Boëck est née en 1919 au bord de la mer en Bretagne Nord. Elle a donc 20 ans à peine quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Cette brillante étudiante en mathématiques qui passe l'été 1939 à jouer au tennis avec des amis entend soudain le bruit des bottes qui se rapprochent à l'est. Dès la déclaration de guerre, elle suit les cours de défense passive et de secourisme organisés à Angers, la ville où elle fait ses études. Que faire d'autre ? En tant que femme, elle n'a guère le choix. Elle n'a aucune formation d'infirmière et sans permis, elle ne peut pas conduire une ambulance comme le font certaines. Elle poursuit donc ses études à l'Université catholique d'Angers. En mars 1940, elle apprend que la poudrerie du Moulin Blanc, à Brest, cherche un aide-chimiste. C'est là qu'on fabrique à l'époque un explosif, le coton-poudre et de la nitroglycérine. Jeanne n'est pas ingénieure chimiste, loin de là, mais elle a suivi des cours de chimie générale et décide de tenter sa chance. Après tout, elle vient d'avoir 21 ans et elle est majeure. Elle passe sans difficulté l'examen d'entrée. Elle travaille 10 heures par jour, 6 jours sur 7, pour vérifier le taux de nitrate dans l'explosif. Ce n'est pas grand-chose, mais elle a l'impression de participer à sa façon à l'effort de guerre. La guerre, pour l'instant, il ne se passe rien. Les 2 armées se regardent en chien de faïence par-dessus les Ardennes. C'est la drôle de guerre. Arrive mai 1940, puis juin,
Et cette fois, les Allemands sont aux portes de Paris. À la poudrerie, l'alerte aérienne retentit. C'est une fausse alerte, mais les ouvriers ont peur, de plus en plus peur. Jeanne aussi. Mais ce qu'elle craint le plus, c'est la résignation et l'armistice dont on parle à demi-mot. Le soir du 19 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht entrent dans Brest, dont la base navale est une priorité pour l'envahisseur allemand. La rade est vide. Le général de Gaulle a quitté le port de Brest le 15 juin en direction de la Grande-Bretagne à bord du contre-torpilleur Milan. Aucun navire de guerre français ne doit tomber intact aux mains de l'ennemi. Dès le 17 juin, les Anglais postés à Brest ont reçu l'ordre de rembarquer, tandis que le nouveau gouvernement du maréchal Pétain demande l'armistice. Entre le 18 et le 19 juin, près de 80 navires en état de prendre la mer ont réussi à larguer des amarres. Pour empêcher cette fuite, la Luftwaffe largue des mines dans la rade de Brest. 2 remorqueurs sont coulés. Heureusement, pour Jeanne Boëck, le sien passe au travers. Car oui, alors que la France capitule, la jeune femme vient de choisir son camp. Partie travailler à la poudrerie comme tous les matins, Jeanne a dû évacuer l'établissement car les Allemands sont aux portes de la ville. Il ne lui faut que quelques minutes pour prendre sa décision. Elle rentre chez elle en stop, remplit fébrilement une valise et descend vers le port de commerce. L'agitation est intense. Les bateaux sont tous sur le point d'appareiller. Jeanne se lance et elle des équipages. Où vont-ils ? Y en a-t-il un qui part pour l'Angleterre ? Elle monte à bord d'un remorqueur qui compte déjà des hommes d'équipage avec leurs épouses, ainsi qu'une famille et son chien. Le bateau lève l'ancre, la rade s'éloigne, illuminée par les incendies qui ravagent les entrepôts. Les ouvriers y ont mis le feu pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. La poudrerie du Moulin Blanc n'est plus. Elle brûle encore à l'arrivée des Allemands quelques heures plus tard. À tout juste 21 ans, Jeanne Boëck vient de quitter son pays pour la première fois. Elle s'enfuit avec une petite valise à la main, quelques pièces et pas même un manteau à se mettre sur le dos. Mais ce n'est pas la peur qui la pousse, c'est le désir de participer, cette fois concrètement, à l'effort de guerre. Et elle n'est pas la seule. Les Bretons répondent en masse à l'appel du général de Gaulle le 18 juin. De nombreux pêcheurs rejoignent l'Angleterre sur leurs bateaux. En septembre 1940, il y a 70% de Bretons, parmi ceux qui forment les forces françaises libres. Arrivée à Plymouth, Jeanne Boëck se félicite d'avoir appris l'anglais à l'école. Elle fait partie des réfugiés qui ont fui le continent devant l'avancée allemande. Elle est placée dans une famille londonienne comme dame de compagnie, ce qui ne lui convient pas du tout. Alors très vite, elle va changer de braquet. Patienter quelques mois. C'est en effet en novembre 1940 qu'est mise en place une première unité féminine, le Corps des volontaires françaises. Jeanne Boëck l'intègre le 6 janvier 1941. On donne aux femmes des postes d'employés de bureau, téléphonistes, conductrices de véhicules, interprètes, cuisinières, serveuses de messe. Elles sont cantonnées à des places féminines, si on peut dire. Et il n'est pas question qu'elles aillent se battre. Il y a d'un côté les soldats français, de l'autre les volontaires françaises. Quoi qu'il en soit, Jeanne s'entraîne avec ses camarades britanniques et 5 autres françaises. Elle apprend d'abord à marcher au pas. Ça a l'air de rien, mais Jeanne Boëck mesure 1,49 m et chausse du 35. Va falloir qu'elle allonge la foulée. Puis Jeanne devient à sa demande secrétaire au service technique et de l'armement. Elle enregistre le courrier, classe des papiers, tape à la machine. Elle sort aussi et profite de la capitale britannique. Elle fréquente les pubs, va au cinéma et participe 2 fois par semaine au groupe des danseurs bretons. Bref, elle a 23 ans et compte bien profiter de la vie, malgré les bombardements qui pleuvent sur la capitale britannique. À compter du printemps 1942, et grâce à ses connaissances en chimie, Jeanne intègre le laboratoire de M. Guéron dans les locaux du lycée français de Londres. Il cherche les meilleurs moyens de fabriquer des engins de sabotage avec des produits courants. Elle se passionne pour ses recherches. Phosphore blanc, aluminium, oxyde de fer, fulminate de mercure, les mélanges vont bon train et des explosions aussi. Et parce qu'elle manie des substances dangereuses, elle a droit à 1 demi-litre de lait de plus que les autres à titre de contrepoison. Un luxe durant les restrictions. Jeanne Boëck met donc au point des recettes tout à fait spéciales pour faciliter le sabotage. Bientôt, on lui envoie de jeunes apprentis saboteurs en instance de départ pour la France. Elle doit leur enseigner tout ce qu'un saboteur doit savoir. Et elle apprécie de transmettre le fruit de ses recherches à un combattant qui va s'en servir sur place pour lutter contre l'ennemi. Elle imagine
pouvoir faire de même sur le sol français. Parce que le secrétariat, c'est très utile, mais Jeanne Boëck rêve d'action. Mais tandis que ses camarades masculins sautent en parachute sur la France pour accomplir de périlleuses missions, elle ne peut que prendre des notes en sténo, dans l'ombre d'un commandant. Elle dépose alors une demande au Bureau central de renseignement et d'action, le service secret de la France libre. La réponse est nette et sans appel. On n'envoie pas de femmes en France. Jeanne renouvelle sa demande. Ses supérieurs se rendent bien compte qu'elle est déterminée et acceptent de la muter en France. Elle passe alors des tests physiques et psychologiques avant d'intégrer l'école de sabotage où elle est la seule femme. Logée à part, elle ne partage pas ses repas avec les autres apprentis saboteurs, ni même les entraînements physiques. Jeanne apprend à tirer au pistolet, au revolver et à la mitraillette, à démonter et remonter un Colt. On lui enseigne des méthodes pour utiliser des pains de plastique et des détonateurs. Elle doit même savoir faire marcher une locomotive à vapeur et ouvrir une serrure sans clé. Et bien sûr, elle apprend à se battre et à tuer. Jeanne, du haut de son 1,49 m pour quelques 47 kilos, prend de l'assurance sans se faire d'illusions sur ses chances face à une armoire à glace déterminée à se débarrasser d'elle. Le plus difficile vient ensuite, apprendre à sauter en parachute. La théorie d'abord, suivie d'entraînements intensifs au sol pour apprendre à sortir de l'avion, se placer durant le saut et se recevoir au sol. Puis arrive le jour du baptême du saut, qui est aussi celui du baptême de l'air. Aucune combinaison de parachutisme n'est assez petite pour Jeanne. Tant pis, il faudra faire avec. Et Jeanne fait bien, très bien. Première de son équipe à sauter, elle touche le sol sans encombre, dans un parfait roulé-boulé. Plusieurs sauts d'entraînement encore, elle obtient son brevet de parachutiste le 30 octobre 1943. Avant de rejoindre la France, il lui reste un stage de mise en condition, car, partie en juin 1940, Jeanne Boëck ignore tout de la vie sous l'occupation. Tickets de rationnement, Ausweis, couvre-feu. Elle ne sait rien de tout cela. Il faut qu'elle oublie l'anglais et tous les automatismes acquis pendant 3 ans. Elle apprend à déjouer une filature, à répondre à un interrogatoire conjoint et à écrire en code. On lui confie aussi la pilule qu'elle devra croquer et avaler si elle risque d'être soumise à la torture, ainsi que son nom de code, Rato, et un pseudonyme, Micheline. 26 janvier 1944. C'est la date fixée pour le départ de Jeanne, mais le comité de réception n'est pas au rendez-vous et il faut faire demi-tour. 3 semaines encore à Londres, puis nouveau départ. Cette fois, c'est une tempête qui empêche toute manœuvre. Les jours passent et elle s'impatiente. Jeanne Boëck sera-t-elle parachutée avant le débarquement allié dont tout le monde parle ? Elle est tout simplement la première femme que les forces françaises libres parachutent. Le chef de la région Ouest, qu'elle rencontre ensuite, partage cet étonnement. On lui a annoncé Rato, sans préciser que ce Rato était une femme. Dès le lendemain, Rato est à Paris, pour la première fois de sa vie. C'est à la gare Montparnasse que celle qui se cache derrière Jeanne Boëck voit ses premiers Allemands et comprend ce que c'est que l'occupation. Des papiers, des contrôles, des regards méfiants et des hommes en uniforme qui peuvent, à tout moment, faire basculer votre destin. Le 6 mars, Jeanne part pour la Bretagne afin de rencontrer les FFI, Forces françaises de l'intérieur du Morbihan, sous le commandement du colonel Maurice. Elle doit alors apprendre à utiliser le matériel de sabotage. Ses missions l'obligent à se déplacer sur de très longues distances et elle n'a aucun véhicule à sa disposition. Elle n'a donc pas d'autre choix que d'enfourcher une bicyclette. Son premier voyage est de 42 km sur une selle des années 40. Ses fesses s'en souviendront pendant plusieurs jours. Mais peu importe, car enfin, après toutes ces années passées en Angleterre, voilà qu'elle prend vraiment part à la lutte. Jeanne se sent fière et utile, même si le danger est quotidien. Elle n'est jamais à l'abri d'un contrôle ou d'une arrestation. Et c'est le cœur battant qu'elle tend en souriant ses faux papiers aux soldats allemands qui la contrôlent parfois. Ses élèves sont de tous âges et de tous milieux. Elle enseigne même l'art du sabotage à un prêtre, l'abbé Fleury, qui mourra torturé par la Gestapo. En cachette, les résistants écoutent chaque soir à la radio l'émission Les Français parlent aux Français. Tous attendent avec impatience la nouvelle d'un débarquement prochain. Les Allemands pensent que les Britanniques arriveront par la mer du Nord, dans le Pas-de-Calais. Il faut dire que les Anglais ont mis le paquet pour monter la plus grande opération d'intoxication militaire jamais vue, l'opération Fortitude.
Ils ont installé le long de leurs côtes des chars gonflables, des avions en bois, 20 faux navires, un faux terminal pétrolier et 50 escadrilles de faux Spitfire. Ils veulent faire croire aux avions de reconnaissance allemands que le débarquement se fera par la mer du Nord. Mais le lieu du débarquement reste ultra secret. En attendant, le département du Morbihan est choisi pour une répétition générale du plan vert qui vise à paralyser le réseau ferroviaire français et à empêcher les Allemands d'acheminer des renforts sur les plages du débarquement. La résistance française doit prouver aux Américains sceptiques qu'elle est capable de saboter les voies ferrées. Le sabotage est en effet plus efficace que les bombardements et plus ciblé, moins risqué pour les populations. Ces actions sont l'ultime répétition des opérations du débarquement. Dans la nuit du 6 au 7 mai, Jeanne est chargée de la ligne qui relie Dinan à Questembert. Sa mission est une réussite ainsi que toutes celles de la région. La résistante peut se féliciter, ses élèves ont très bien travaillé. Jeanne enseigne ensuite le sabotage dans le Finistère, comme une vraie professeure cette fois, puisqu'elle s'adresse aux enseignants du lycée La Tour d'Auvergne de Quimper. Depuis l'amphithéâtre de chimie, son enseignement reste purement théorique, puisque l'établissement est occupé par les Allemands. Le 6 juin, alors que Jeanne Boeck est dans le train pour Questembert, elle apprend que l'opération Overlord a débuté. Les Américains débarquent sur les côtes normandes. Enfin, la France est libérée. Enfin, la paix, pense-t-elle naïvement, submergée de joie. Mais la guerre n'est pas finie, loin de là. 500 hommes du 2e régiment de chasseurs parachutistes de la France libre sont parachutés dans le Morbihan. Ils ont pour mission d'empêcher les 150 000 soldats allemands encore présents en Bretagne d'aller renforcer les troupes en route vers le front de Normandie. À la Nouette, près du village de Saint-Marcel, se trouve un terrain de parachutage secret. C'est là qu'entre le 6 et le 18 juin 1944, les hommes du Special Air Service se regroupent. C'est le plus grand parachutage en France occupé. Les volontaires affluent. Dans ce vaste camp où les paras de l'armée régulière côtoient enfin les résistants de l'armée de l'ombre, il règne une atmosphère de kermesse à laquelle Jeanne participe. Elle est désormais agent de liaison et s'occupe de codage. Galvanisée par l'arrivée des paras, des munitions et l'annonce du débarquement allié, tout le monde pense que la guerre se termine, mais il n'en est rien. L'alerte est donnée le 18 juin 1944 au matin et les Allemands attaquent la ferme de la Nouette. 2500 hommes défendent les quelques 800 hectares de maquis pendant une journée entière. Jeanne Boeck veut participer au combat. Après tout, elle connaît bien mieux le maniement des mitraillettes que certains FFI qui viennent de les recevoir, mais on l'envoie gentiment promener. Tant qu'il y aura des hommes, pas de femmes sur les champs de bataille. Elle obtient malgré tout de les ravitailler en grenades. À la nuit tombée, les forces françaises parviennent à évacuer hommes et matériel. Jeanne monte dans un camion, mais abandonne sa bicyclette, fidèle alliée de ses leçons de sabotage. La bataille de Saint-Marcel est une victoire. Elle a un énorme retentissement en Bretagne, car pour la première fois, l'armée allemande est tenue en échec. Les jours suivants, les Allemands se vengent et traquent les FFI qui sont fusillés, ainsi que les familles qui leur portent assistance. Le bourg de Saint-Marcel est incendié, ainsi que les fermes et les châteaux avoisinants. Début juillet, les rafles et les massacres se poursuivent dans tout le Morbihan. Mais la guérilla continue avec Jeanne, qui échappe à tout, bien qu'elle ne cesse d'être active. Europe 1, historiquement vôtre. Merci Bruno Fulini d'être toujours avec nous sur Europe 1. Montrer que les femmes sont fort capables d'atteindre un degré de courage, de détermination et d'efficacité accessible à peu d'hommes, comme le disait Jacques Chaban-Delmas. C'est ce que vous avez voulu montrer à travers votre livre, Le fichier mondial des espionnes. Oui, parce qu'on parle souvent des femmes dans les services de renseignement avec une forme de condescendance. Des fois, bon, voilà, la cocotte à plumes, la femme fatale à fume-cigarette, ça a existé, bien sûr, mais c'est loin de résumer le sujet. Quand on entend, comme vous l'avez si joliment raconté, le destin d'une Jeanne Boeck, on comprend que ces petites bonnes femmes dont on ne se méfie pas, hein, cette petite femme de 47 kilos, toute frêle, toute souriante, bon, bien, elle a quand même eu une action
absolument redoutable sur l'ensemble des réseaux de chemin de fer, de transport d'électricité, etc., à travers la Bretagne, et qu'à elle toute seule, elle a causé des dégâts considérables à la Wehrmacht à l'armée de Hitler. Donc c'est assez remarquable. Et je pense que ces destins ne sont pas assez connus. D'où l'idée de les rassembler. Alors bien sûr celle de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi celle un peu oubliée de la Première Guerre mondiale. Et puis en remontant le temps, en fait je suis remonté jusqu'au temps biblique. J'ai essayé de rassembler comme cela toutes ces femmes qui ont eu une action en matière de renseignement, en matière de clandestinité, qui ont œuvré dans le secret et qui ont eu des succès, parfois aussi des revers. Certaines ont fini tragiquement, d'autres ont vécu centenaire ou quasi centenaire. Jeanne Boëck a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans, vous l'avez dit. Mon grand regret, c'est de ne pas l'avoir rencontrée. Oui, j'imagine. Voilà, parce que vous connaissant. Mais si on revient à la résistance, c'est que elle a eu une action essentielle, Jeanne Boëck, et pourtant elle est méconnue. Comment valoriser la mémoire des nombreux résistants qui ont agi dans l'ombre et qui n'ont pas forcément réclamé d'être dans la lumière? C'est vrai que beaucoup de résistants, la guerre étant finie, se sont montrés discrets. Et c'est tardivement que certains ont commencé à publier, à parler, à transmettre, ce qui est très bien. Et je crois qu'il faut être attentif déjà aux tout derniers qui peuvent encore témoigner, et puis aux écrits que nous ont laissés, parfois même simplement dans le giron familial. Il y a plein de récits comme cela qui dorment dans les tiroirs des familles. Donc tout ça, il faut le publier, le diffuser, il faut s'y intéresser. Et puis, c'est vrai que chaque résistant, à son petit niveau, au fond, était en prise avec la grande histoire. À travers le destin de Jeanne Boëck, c'est toute la France libre, c'est De Gaulle, c'est le colonel Passy, c'est tout cela qu'on traverse. Donc je crois que ce sont des aventures humaines assez extraordinaires. Alors vous avez suggéré une plaque de rue, ça me paraît une excellente idée. Qui dit plaque de rue dit aussi cérémonie, discours, c'est très bien. Et puis, moi, je pense que dans la vie de Jeanne Boëck, il y a vraiment tous les ingrédients d'une très bonne série télévisée, vraiment. Bruno Fulini, dans votre fichier mondial des espionnes, on rencontre au fil des pages une centaine de femmes espionnes de l'Antiquité à nos jours. Le point commun de toutes ces femmes, c'est pas seulement d'être espionnes, non ? Oui, surtout qu'il y a plein de façons de faire de l'espionnage ou du renseignement. Leur point commun pour moi, c'est d'abord le sang-froid. Que ce soit, je dirais, dans la chambre d'un ambassadeur, dans les bureaux d'une administration ou sur le champ de bataille, dans tous les cas, ce sont des femmes qui ont fait preuve non seulement de courage, mais d'une extraordinaire maîtrise d'elles-mêmes pour s'avancer dans des zones éventuellement hostiles, en ayant l'air d'être le contraire, au fond, de ce qu'elles étaient, en se faisant passer pour... il y a une infirmière, par exemple, qui a reçu la Croix de Fer tellement elle soignait bien les soldats allemands en Belgique, et qui, en fait, renseignait les Britanniques. Et elle a fait ça avec un sang-froid extraordinaire pendant des années, vous voyez. Donc c'est ça qui... Alors, évidemment, ça a parfois été critiqué, ça a été vu comme la marque de l'éternelle duplicité féminine. Il peut y avoir aussi un certain nombre de préjugés qui nourrissent cette condescendance envers les femmes espionnes. Moi, je crois au contraire, si on essaye de se mettre un tant soit peu dans leur peau, qu'elles ont fait preuve à la fois de courage, mais aussi d'intelligence, de discernement. Ce sont vraiment les grandes guerrières des temps historiques. Aujourd'hui, nous sommes habitués à voir beaucoup de femmes qui portent l'uniforme et qui combattent. Mais, vous l'avez dit avec Jeanne Boëck, pendant très longtemps, c'était hors de question. Donc, une façon pour elle de contribuer à l'effort de guerre, eh bien, c'était d'infiltrer les forces ennemies en s'introduisant de l'autre côté des lignes et en faisant tout sauter, soit au sens propre comme Jeanne Boëck, soit par l'intermédiaire de dossiers volés, de photos prises en cachette, qui du coup réduisaient à néant les offensives ennemies. Dans ce livre, vous reconstituez la panoplie de l'espionne. Quels sont les indispensables, Bruno Fulini ? Alors, il y a toutes sortes de choses. Alors, le plus fantasmatique, c'est un objet de la guerre froide qu'avaient fabriqué les soviétiques. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. C'est un simple tube de rouge à lèvres, donc qui a l'air tout à fait ordinaire, mais en fait, à l'intérieur, il y a un petit mécanisme qui permet de tirer une balle. Et donc, c'est un pistolet miniature dissimulé en tube de rouge à lèvres en cas d'arrestation, en cas de mauvaise surprise. C'est vraiment l'arme de la dernière chance. Il y a aussi de très élégants stylos
qui en fait dissimule une dague de défense. À la belle époque, il y avait, quand les dames portaient des chapeaux, il y avait même des aiguilles à chapeau qui en fait étaient en acier extrêmement effilé et qui étaient de véritables poignards. Ce que j'aime beaucoup, alors j'en possède, j'ai réussi à en trouver, ce sont des foulards cartographiques. C'était également utilisé par les aviateurs. Ce sont donc des foulards en soie qu'on peut porter très élégamment autour du cou, mais en fait, au lieu d'un motif purement décoratif, il y a la carte de la zone d'action. Alors pourquoi sur de la soie? D'abord parce que nuitamment, pas très loin d'une sentinelle, vous pouvez déplier une carte en soie sans faire de bruit, contrairement au papier. Si vous avez besoin de la dissimuler, vous pouvez l'enterrer et la déterrer, elle ne s'abîmera pas, alors qu'évidemment une carte en papier se déliterait. Et puis la soie, c'est très robuste, donc ça peut servir aussi de corde, de lien, voire d'armes par strangulation. Donc vous voyez que ce simple foulard de soie est en fait un objet multi-usage pour une James Bond au féminin. Oui. Pour Amélie Nothomb, qui préface votre livre, l'accessoire le plus important de l'espionne, c'est la coupe de champagne. Oui, ça en fait partie. Le champagne grise, l'alcool désinhibe. Donc, on a eu effectivement parfois des espionnes un petit peu spécialisées dans les cocktails, les rencontres mondaines, et qui, autour d'une coupe de champagne, eh bien, nouaient des contacts, qui allaient finir éventuellement sur l'oreiller et qui donneraient des renseignements, des informations. Oui, ça c'est vrai. Là, ça fait partie bien sûr du fantasme, c'est une partie de la réalité. Et c'est surtout la marque de fabrique d'Amélie Nothomb. Et Amélie Nothomb aime beaucoup le champagne. Et n'oublions pas que c'est une fille de diplomate, donc elle a forcément croisé des espionnes, coupe de champagne en main. À partir de la Première Guerre mondiale, les femmes entrent peu à peu dans la hiérarchie du renseignement, mais l'histoire de Jeanne Boëck en atteste. C'est pas leur place naturelle, et elle doit se battre pour s'imposer, pour obtenir le droit de se battre. Oui, dans un premier temps, elle est assignée à des tâches plutôt de secrétariat, des tâches administratives. Beaucoup de femmes ont été aussi employées dans l'univers des codes secrets, pour chiffrer, décrypter, parce que c'est méticuleux, parce que on comptait sur elle pour ce genre de tâches. Bon, combattre et surtout combattre clandestinement, ça a été difficile. Alors, Jeanne Boëck n'a pas été la seule. Il y a eu d'autres. D'abord, il y a eu d'autres agents de sabotage. On les reconnaît à leur pseudonyme. Elle, c'était Rateau. Tous les agents de sabotage des services secrets du général de Gaulle avaient pour pseudonyme un nom d'outil. Et par exemple, il y a une Marguerite Petitjean qui était surnommée Binette, et voilà, et qui elle aussi a été parachutée. Et la DGSE conserve, figurez-vous, le sous-vêtement qu'elle portait, pas par fétichisme, mais non, mais parce que c'est un beau témoignage de ce que pouvait être une action clandestine. C'est une sorte de caraco de soie, grège, mais avec des poches secrètes où se trouvaient les codes, des liasses de faux billets, les petits outils dont elle pouvait avoir besoin dans sa mission. Et l'idée, c'était que évidemment, elle se débarrasse très très vite de son parachute pour apparaître dans un vêtement purement civil, et de façon qu'on ne se méfie pas d'une Française moyenne qui se promenait comme ça au bord de la route. Et elle avait à même le corps de quoi mener sa mission. Donc vous voyez qu'avec les femmes, on est toujours dans une forme d'ambiguïté comme cela, même lorsqu'on est dans l'action clandestine. Le sous-vêtement, la coiffure, beaucoup de coiffures un peu sophistiquées ont servi à dissimuler des codes secrets. Lorsqu'on portait des papillotes, ou vous voyez toutes sortes d'accessoires liés à des coiffures qui ne se font plus beaucoup aujourd'hui, eh bien ça permettait de dissimuler des plans, des livres-codes miniatures, toutes sortes de choses assez pittoresques. Bon, donc ces femmes ont combattu à leur manière. Aujourd'hui, tout ça nous paraît un petit peu incroyable, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 30% de femmes dans les services de renseignement français, par exemple. Mais on n'en est pas à la parité. 30%, c'est beaucoup par rapport à 1914 ou à 1940. Je pense que c'est quelque chose qui est appelé à se développer. Et puis surtout, aujourd'hui, on commence à avoir des femmes qui sont dans le commandement, qui sont non seulement officiers de renseignement, mais qui ont des responsabilités d'encadrement, de formation. On a vu aussi des services dirigés par des femmes. Bruno Fulini, le 18 juin 1940, Jeanne Boëck répond à l'appel du général de Gaulle que je vous propose d'écouter. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Jeanne Boëck répond donc à cet appel du général de Gaulle, tout comme Marguerite Petitjean, la première femme parachutée en France pour une mission d'action clandestine, Binette, dont vous nous parliez à l'instant. Comme Jeanne Boëck, alias Rateau, vous nous disiez, les noms d'outils, ça indiquait des femmes comme ça qu'on parachutait pour... Alors, pas les femmes, ça désignait les agents de les sabotage. agents de sabotage. Mais c'est vrai que Rateau, ça pouvait être aussi bien un homme Oui. qu'une femme. Et donc, on imagine Donc, la on y- surprise Mais du, oui, du du comité type. d'accueil qui s'attend à trouver un baroudeur, en fait, et qui Et qui voit trouve... une femme d'un mètre 49. Exactement, exactement. Le principe même du pseudonyme, c'est de dissimuler non seulement l'identité, mais l'aspect et le genre, bien sûr, de la personne. Donc, Rateau, bah oui, en plus, c'est un nom masculin. On dit Oui, un Rateau. Donc, tout était en Une place Binette, pour... à la rigueur, on peut. Voilà, on pourrait supposer que c'est une femme, mais un Rateau, eh bien non, c'était Jeanne Boëck. Pour écrire votre livre, Bruno Fugini, vous avez eu accès au dossier militaire de Jeanne Boëck? Alors, le dossier militaire de Jeanne Boëck est consultable, bien sûr, au service historique de la Défense, au château de Vincennes. Elle était sous-lieutenant, elle a été homologuée en tant qu'officier. Elle a donc un dossier militaire, mais un dossier militaire qui commence par la France libre. Et le premier document, c'est très touchant, c'est son acte d'adhésion, en fait. Elle signe, elle s'inscrit, elle adhère à ce grand mouvement qu'est la France libre. Et ensuite, elle va suivre également une formation. Parce que lorsqu'elle réussit enfin à convaincre de passer à l'action et d'être parachutée, ça nécessite une formation qui est assez complexe, qui est assez longue. Et par ailleurs, c'est une formation qui était en partie dispensée par les Britanniques, pour le compte des Français, mais par les Britanniques. Et donc, on a même ces bulletins de notation. Elle, qui sera plus tard prof de maths, a d'abord été notée, et plutôt bien notée, par ses formateurs. Et puis, lorsqu'elle est en mission en France, il faut qu'elle se fasse passer pour une Française originaire de Toulon. Donc, quand on est une petite Bretonne, ça nécessite... ça nécessite... alors, à la limite, il y a pas mal de Bretons autour de Toulon grâce à la base navale, mais il faut quand même connaître un peu la ville, il faut quand même être capable de répondre à un certain nombre de questions. Toulon, où elle n'avait jamais mis les pieds, n'avait plus de secret pour elle lorsqu'elle a été parachutée. Ça, c'est tout le travail d'acquisition et de construction d'une légende. Jeanne Boëck a raconté son action au sein de la Résistance dans un livre, La plastiqueuse à bicyclette, publié, je le disais, en 1975, 30 ans après la fin de la guerre. Qu'est-ce que son récit a d'essentiel? En quoi c'est important de le lire aujourd'hui? C'est assez rare d'avoir des témoignages de femmes sur cette période-là, et en plus de femmes qui ont joué ce rôle-là. Son cas est quand même rarissime. La France libre, le sabotage, la participation au plan vert. Il y a eu bien sûr beaucoup de résistantes, de la résistance intérieure, qui ont laissé des mémoires, et tout ça est évidemment à lire. Mais son destin est très très singulier pour le coup, et il nous renseigne sur quelque chose d'assez compliqué, d'assez secret, qui est le Bureau central de renseignement et d'action, c'est-à-dire les services secrets de la France libre. Quand elle a terminé sa mission et qu'elle repart en Angleterre, elle est sur le même bateau que le colonel Passy, chef du BCRA, bras droit du général de Gaulle, pour toutes les actions clandestines par lesquelles les Français vont considérablement aider le débarquement. À la fin de votre livre, le fichier mondial des espionnes, on rencontre Stella Remington, la première femme ayant dirigé un service de renseignement en Grande-Bretagne, ou Gina Haspel, la première directrice de la CIA. Quelle est aujourd'hui la place des femmes au sein des services de renseignement? Vous disiez, on n'a pas encore la parité, mais il y en a de plus en plus. Et elles sont dans le commandement. Elles sont de plus en plus nombreuses, avec des responsabilités, et on commence à voir effectivement des femmes placées à la tête d'un service de renseignement. Bien sûr, alors les Israéliens avaient une petite avance sur les autres dans ce domaine, mais maintenant c'est un phénomène général. Et puis, il faut bien voir que dans la mesure où les sociétés se féminisent, eh bien, les services de renseignement ont absolument besoin de se féminiser aussi, ne serait-ce que pour mieux infiltrer les milieux qu'ils surveillent. Et à quoi ressemble une espionne? On a parlé des espionnes d'hier, mais les espionnes d'aujourd'hui, elles sont des femmes
telles qu'on peut en voir dans la rue. C'est le contraire de Mata Hari. Ah Ce sont des femmes qui font tout pour qu'on ne les remarque pas. Le propre de l'espion, c'est de passer inaperçu. Les grands espions sont ceux dont je ne peux même pas raconter la biographie parce qu'ils ne se sont jamais fait prendre, ils n'ont jamais été identifiés. Et donc les femmes qui travaillent aujourd'hui dans les services de renseignement, tout comme leurs homologues masculins, sont des gens qui font en sorte de n'être pas repérés, de donner un petit peu tous les dehors du travailleur moyen, ordinaire, et vous avez peut-être attendu le bus à côté d'un espion, d'autant que les arrêts de bus sont très utilisés en fait pour les surveillances, parce qu'on prête jamais attention aux gens qui se tiennent sous un arrêt de bus, c'est ce qu'on m'a appris, et donc si quelqu'un reste sous un arrêt de bus alors que le bus s'en va, c'est hautement suspect. Mais vous voyez... C'est que c'est pas la bonne ligne. Merci beaucoup Bruno Fulini de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Jeanne Boëck, un sacré petit bout de femme, hein, franchement. Je rappelle que votre livre Le Fichier mondial des espionnes est paru aux éditions Albin Michel, et aux éditeurs d'Europe 1 qui souhaiteraient en savoir encore plus sur Jeanne Boëck, son récit La plastiqueuse à bicyclette, qu'on a choisi comme titre de notre émission cet après-midi, est toujours disponible aux éditions Le Félin. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.